dans les années qui vont venir, le spatial va avoir un impact énorme. Il y a des opportunités énormes à saisir. Et aujourd'hui, nouvel épisode de notre podcast Charbon, nouvelle saison 4, toujours en collaboration avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Aujourd'hui, tournage un peu particulier puisqu'on est en direct de Strasbourg. On vient rencontrer un petit peu les startups régionales qui font bouger la région Grand Est. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Guillaume Tanier qui est CEO et fondateur de la startup Leanspace. Salut Guillaume, comment tu vas ? Très bien, merci. Je suis ravi de t'avoir avec nous. On est ensemble pour 30-40 minutes. Tu vas nous parler un petit peu de ton business. Le mot space déjà commence à nous faire rêver, ça commence à titiller un peu. Tu vas nous parler évidemment de ton état d'esprit, de ce qui se passe au sein de la startup. Et tu vas nous prouver qu'on peut entreprendre en dehors de la région parisienne. Et c'est quand même hyper intéressant. Pour débuter cet épisode, le CV de l'invité, à chaque fois, on commence par là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où tu viens, parler rapidement de tes études et nous dire ce que tu fais aujourd'hui à Strasbourg ? Moi, je suis un passionné du spatial. Forcément, si on est dans cette industrie, souvent c'est le cas. Et ça fait, on va dire, 12 ou 13 ans maintenant que je suis dans cette industrie. À la base, je suis dans l'informatique, on va dire, ce qui était avant. Mais ça fait 12-13 ans maintenant que je fais de l'informatique dans le spatial. L'informatique, c'est très vague, hein, c'est très large. Le business que je pousse aujourd'hui et ce que je fais depuis quelques années, c'est les logiciels qui permettent de piloter les missions spatiales, les satellites, les fusées, les réseaux d'antennes au sol, tous ces logiciels-là qui permettent de contrôler, et de piloter, d'optimiser et d'exploiter ces actifs. Donc moi j'étais pendant plusieurs années dans le logiciel, dans des grosses boîtes du genre Thales, Airbus, ce genre de gros acteurs, et j'ai décidé, étant passionné du spatial, de dire je veux vraiment faire du spatial à fond. Et donc il y a 12 ans maintenant, j'ai rejoint une université qui est d'ailleurs à Strasbourg, qui s'appelle l'ISU, c'est International Space University, pour me réorienter vers le spatial. Et depuis cette période-là, je fais du spatial. Et donc en gros, suite à différentes, on va dire, expériences, ça m'a amené à créer Leanspace, à cofonder Leanspace avec une équipe, on va en parler après. Mais voilà, donc spatial, logiciel, entrepreneuriat, passion, c'est un peu, voilà, un petit résumé. D'où est-ce que tu viens ? Est-ce que tu es de la région ou pas ? Alors oui et non. On va dire que je suis strasbourgeois de cœur. Je suis pas né ici, plutôt en Bourgogne à la base. Mais après, j'ai fait une partie de mes études à Strasbourg. Après, j'étais à Paris pendant quelques années. J'ai vécu là-bas 7 ans. J'ai travaillé aussi beaucoup en Allemagne. J'étais un peu aux États-Unis, en Angleterre et 7 ans en Allemagne. Oui, quand même. Et je suis revenu à Strasbourg, du coup, il y a 3 ans pour créer Leanspace. Leanspace, tu me parles évidemment d'espace, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux nous pitcher Leanspace ? Est-ce que tu peux nous expliquer, pour nous, simples mortels, qui découvrons un peu cet univers, mais qui en même temps nous passionnent, hein, quand on regarde les cartes, les photos qu'on a dans nos livres de géo, etc. C'est toujours ultra passionnant et on a aussi, depuis quelques années, là, pas mal d'infos en plus, pas mal d'interrogations, notamment avec Elon Musk sur ce sujet. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Leanspace concrètement ? Ouais, alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le spatial, c'est pas forcément ce que les gens pensent. Quand tu penses spatial, t'imagines l'astronaute qui arrive sur la Lune, la méga fusée qui décolle, ou alors les super rovers sur Mars, voilà, ce genre de choses. Ça, c'est toujours un peu le cas, ça existe. Mais le spatial, notamment depuis 10 ans, notamment porté par Musk et tout un tas d'autres, c'est beaucoup plus commercial. C'est des choses très terre-à-terre, très concrètes. C'est superviser le climat, c'est regarder en temps réel les niveaux d'eau pour aider les agriculteurs à pouvoir bien fertiliser les champs, c'est suivre les flux logistiques, c'est des réseaux de communication, c'est la navigation. Il y a énormément de cas d'utilisation concrets. Le spatial, c'est pas explorer Jupiter et envoyer des astronautes genre Jeff Bezos, quoi. C'est pas ça. La grosse majorité du spatial, c'est pour toi, pour moi, pour les citoyens et les entreprises et les gouvernements et les collectivités. Et ça a beaucoup changé depuis 5-10 ans. C'est ça qui drive en fait ce qu'on appelle le New Space. C'est un peu un terme un peu américain qui vient, qui change un peu les façons de faire. C'est maintenant on fait du spatial parce qu'il y a un besoin concret, commercial. Il y a des gens qui veulent acheter un service, qui en ont besoin sur Terre. C'est pas juste pour explorer le cosmos, quoi. Et ça change beaucoup de choses. Ça change que déjà, il y a plein d'acteurs nouveaux qui se lancent.
Tu vas dire des startups, mais il y a aussi des entreprises bien établies qui se disent bah tiens, moi aussi je veux saisir de l'opportunité, moi aussi je veux pouvoir fournir de la donnée aux agriculteurs, moi aussi je veux pouvoir faire une constellation de satellites pour fournir de l'internet par satellite. Et ça crée beaucoup d'innovations et beaucoup de nouveaux satellites, pour simplifier. Le gros problème du spatial, c'est que c'est encore très complexe. C'est très cryptique, c'est une niche. Il y a très peu de compétences. C'est quand même quelque chose qui existe depuis 50, 60 ans. C'est très spécifique, quoi. Quand tu penses spatial, c'est des compétences très dures. À l'InSpace, comme d'autres, on essaye de simplifier tout ça. On essaye de rendre le spatial beaucoup plus accessible, de faire que des entreprises de toute taille puissent beaucoup plus facilement mettre en place leurs activités spatiales. Ça, quand tu vois ce qui se passe dans le spatial depuis 10 ans, il y a en gros 2 grandes innovations qui sont apparues. Tu as les lanceurs, donc typiquement Elon Musk et SpaceX, ça c'est un très bon exemple, qui ont drastiquement réduit le coût de mettre des charges utiles en orbite. Ça réduit de genre 95%, quoi. C'est énorme. Il y a encore 5 ou 10 ans, pour mettre un satellite en orbite, il fallait compter des dizaines de millions, quoi. Maintenant, c'est plus du tout ça. Et ça a un impact énorme parce que ça permet à tout un tas de business models de fonctionner. Maintenant, tu peux plus facilement mettre en place des constellations de satellites, des satellites en orbite, beaucoup moins cher. Et donc, un business model qui ne marchait pas avant peut marcher maintenant. Et donc, tout un tas d'acteurs se disent « Ah, super !» je vais pouvoir mettre un satellite pour superviser l'eau, machin, tout un tas de choses. Donc ça, c'est la première grande disruption. La deuxième, c'est la miniaturisation des satellites. Quand dans le passé, tu envoyais un satellite, c'était un truc gros comme un bus. Maintenant, c'est gros comme un petit four, quoi, un four à micro-ondes. Et ça, c'est permis par la miniaturisation des composants, par la standardisation des composants. Quand tu fabriques un satellite, ça coûte plus $1,5 milliard. Maintenant, ça coûte 100 000, 200 000 euros. Allez, peut-être 1 million. C'est plus du tout la même taille. Et donc ça permet énormément de faciliter le spatial. Mais par contre, ce qui reste encore, et c'est où nous, on a un rôle à jouer, c'est dans ce qu'on appelle le segment sol. Donc le segment spatial, c'est le satellite lui-même. Et ensuite, tu as le segment sol, qui est sur Terre. Toutes les infrastructures pour piloter ces satellites, pour gérer les centres de contrôle. Il faut imaginer un peu la centrale nucléaire, tu as un centre de contrôle avec des opérateurs qui pilotent les choses, quoi. Ou pareil pour les trains, par exemple, ou les métros. Donc tout ça n'a pas vraiment évolué. C'est très... un peu traditionnel, c'est des technologies très anciennes qui n'ont pas vraiment évolué et qui sont très chères. Donc nous, à l'InSpace, on est dans ce créneau-là. On apporte en fait des solutions complètement nouvelles, numériques, qui permettent aux opérateurs de satellites de développer très rapidement des choses très puissantes eux-mêmes, et donc d'utiliser nos solutions pour mettre en place ce segment sol, pour pouvoir piloter leurs satellites, gérer les données, exploiter leur constellation, fournir leurs services qu'ils cherchent à faire de façon beaucoup moins chère. Et donc, quand dans le passé, tu n'avais que la NASA et le CNES et Airbus, des gros acteurs qui pouvaient faire du spatial, maintenant, avec des technologies comme la nôtre, il y en a d'autres, c'est disponible pour tout le monde. Voilà. Et dans les années qui vont venir, dans les 5 ans, 10 ans qui vont venir, le spatial va avoir un impact énorme. Il y a des opportunités énormes à saisir. Plus de gens doivent faire du spatial. Je vais peut-être terminer sur ça, sur l'importance du spatial. Je pense que le spatial aujourd'hui, on est à l'aube d'une industrie complètement nouvelle. Un peu comme tu avais dans les années 90 avec le web. Dans les années 90, tu avais déjà des choses établies. C'était beaucoup les gouvernements qui sponsorisaient. À la base, Internet, c'était un truc américain, militaire. Et après, au fur et à mesure des années, ça se développe, ça devient commercial. Tu as des boîtes qui se lancent, qui marchent pas, d'autres qui apparaissent, tu as des merges, tout un tas de choses. Et au bout d'un moment, ça explose et ça devient une industrie gigantesque. Voilà. 20, 30, 40 ans avant, c'était le transport aérien. C'était pareil. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, tu avais énormément de financement qui avait été mis parce que tu avais la guerre, quoi. Et ensuite, toutes ces technologies-là sont devenues civiles. Elles sont devenues utilisables à très grande échelle. Et il y a eu une explosion du marché. Le spatial, c'est pareil. On est aujourd'hui, là, dans la décennie 2020, à ce pivot. Et c'est maintenant que les opportunités sont à saisir. C'est pas conquête de la Lune et machin. C'est des choses concrètes sur Terre. Avec des centaines, des milliers de nouvelles entreprises qui, aujourd'hui, se lancent pour faire des nouveaux services en spatial et qui ont besoin de solutions comme les nôtres pour pouvoir gérer tout ça, quoi, de façon efficiente.
C'est bien d'avoir un retour un petit peu au réel, ou en tout cas d'avoir un regard pragmatique sur ce qu'est le spatial aujourd'hui. Et du coup, tu l'as dit, des exploitations et des pans économiques, business. On a le sentiment que c'est pas uniquement un marché qui s'ouvre, c'est un marché qui se crée finalement. Vous êtes positionné dessus. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des différents interlocuteurs que vous avez? Est-ce que vous travaillez avec des entreprises précises? C'est qui vos clients? C'est qui vos interlocuteurs, vos partenaires? Ouais, alors ce qui est intéressant avec le spatial, c'est que c'est à la fois un marché de niche, c'est pas gigantesque, hein, ça reste encore un marché, il y a peut-être quelques milliers d'acteurs, c'est assez grand, mais c'est pas non plus énorme. Mais par contre, c'est un marché global. Et ça, c'est assez différent et c'est un challenge aussi pour nous parce que on peut pas, en tant qu'entreprise, démarrer par le marché français ou local, puis ensuite le marché de la région, puis ensuite le marché français, puis ensuite on s'ouvre à l'Allemagne, puis ensuite à l'Europe. On peut pas. Dès le départ, c'est un marché mondial. En tant que start-up, c'est assez difficile parce que forcément, il faut être capable d'aller là où les clients sont, il faut pouvoir les rencontrer, il faut pouvoir naviguer les barrières, on va dire, administratives et juridiques et ainsi de suite. Et donc, nos clients, c'est des acteurs du monde entier. Et c'est d'ailleurs pour ça que, j'en parlerai après, on a voulu s'installer à Strasbourg avec une équipe très internationale pour justement être capable d'aller attaquer ces différents marchés. Donc, nos clients, c'est des acteurs du spatial. Il y en a qui sont là depuis très longtemps, il y en a plein qui sont des nouveaux. C'est des opérateurs de satellites, donc c'est des gens qui ont des satellites, qui ont soit fabriqué, soit acheté des satellites et qui les exploitent. Ils les exploitent pour tout un tas de choses. Et c'est ça qui est fascinant avec le spatial, c'est qu'il y a une myriade de cas d'utilisation. En gros, tu as quelques grandes catégories. Tu vas avoir les satellites d'observation de la Terre. Donc en gros, c'est un appareil photo en orbite que tu vas pouvoir commander pour dire prends une image là, puis là, puis là, puis là. Et à partir de ces images brutes, tu vas pouvoir produire de la valeur. Tu vas pouvoir dire on va suivre en temps réel l'évolution de l'hydrométrie, ou alors les feux de forêt, ou alors détecter, je sais pas moi, des pollutions, tout un tas de choses. Et ça va être vendu, ces services vont être vendus à des pans entiers de l'industrie qui dépendent de ça. Tu vas avoir d'autres exemples comme la télécom. On connaît tous depuis les années 80-90, tu vois, la télé en broadcast par satellite, peut-être toutes les antennes paraboliques là sur les sur les balcons. TPS, c'est ça, c'est la marque, c'est ça, c'est Canal avec TPS. Mais ça maintenant ça change beaucoup. Tu as dû entendre parler peut-être de Starlink, de SpaceX. Il y a tout un tas de nouveaux services qui se lancent, qui permettent d'accéder à Internet, ou même on a des clients qui font directement sur le téléphone. Donc tu vas dans la rue avec ton téléphone, ça se connecte au satellite. Donc tu as du 4G directement partout à accéder au satellite. Donc ça, c'est un autre cas d'utilisation qui se développe énormément. C'est probablement un des plus gros boosts en ce moment de l'industrie spatiale. C'est vraiment la partie communication, quoi. Et c'est vrai pour ça, mais c'est vrai également, par exemple, pour l'IoT. Donc, tu vas mettre tout un tas de senseurs sur, je sais pas moi, les containers ou alors sur les équipements dans les fermes, tout un tas de choses. Tu vas pouvoir connecter tout ça et ça te permet de suivre les opérations. Ensuite, tu as un autre grand domaine, c'est ce qu'on appelle la navigation. Donc, c'est genre le chauffeur de taxi Uber, tout ça, c'est très bien, mais ça ne pourrait pas marcher si tu n'avais pas la navigation. Imagine où tu as toute cette industrie qui est basée sur la facilité de se transporter. Moi, je suis venu ce matin, je suis arrivé 10 minutes avant, j'ai mis de l'adresse, j'ai pas réfléchi, j'ai suivi, tac, je suis arrivé, je me suis garé devant, très vite, quoi. Il y a 10 ans, c'était pas possible, ça. Ça, c'est possible grâce à la navigation par satellite. Ça, c'est un autre cas d'utilisation qui aussi se développe beaucoup, qui est très impactant. Puis ensuite, il y a tout un tas d'autres choses. La science de la Terre, la science de l'atmosphère, la science des planètes. Du coup, concrètement, vous travaillez avec eux en direct. Typiquement, tu prends l'exemple du transport avec la géologue, etc., et avec la navigation. Vous bossez avec des boîtes. Quel type de boîte? Parce que moi, je pense à Google qui a ce service-là. Mais du coup, est-ce qu'il y a un sous-traitant? Est-ce qu'ils travaillent avec une boîte spécialisée là-dedans ou c'est directement chez eux? Tu as un exemple peut-être de boîte là-dessus? Donc en fait, ça va dépendre. Tu vas avoir des entreprises qui fournissent le service, mais qui n'ont pas les données, qui vont acheter les données à un autre. Voilà, Google, c'est ce qu'ils font. Google, ils avaient à l'époque quelques satellites. Bon, finalement, ils les ont vendus. Mais eux, typiquement, ils ont les données qui viennent d'ailleurs, quoi. Et ensuite, tu vas avoir des boîtes qui font tout en interne. Et la majorité, c'est ça. Donc, ils ont les clients finaux, ils développent les analytics, ils font les produits, en fait, les images et compagnie. Mais ils ont également des satellites qui prennent les images brutes, on va dire. Donc, nous, nos clients, c'est vraiment les gens qui ont ces satellites, qui les opèrent, qui vont les concevoir, qui vont les acheter, les intégrer, les tester, et ensuite qui vont les piloter quand ils sont en orbite. C'est des acteurs qui vont être
très 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 souvent avec un mindset commercial. Donc, ils mettent en place un service qui a un objectif positif, tu vois, c'est réduire la pollution, c'est détecter les incendies, c'est tout un tas de choses, mais il y a un objectif commercial. Et donc, c'est les entreprises qui cherchent vraiment à faire beaucoup plus vite, beaucoup moins cher, beaucoup plus lean, d'où le nom de l'entreprise Leanspace. Et donc, voilà. Ce qui est intéressant aussi dans le spatial, c'est que c'est des technologies assez complexes qui sont souvent contrôlées d'un point de vue export. Parce que tu as des liens avec tu vois, le militaire, forcément, tu as les fusées, c'est toujours un peu en lien avec ça. J'allais rebondir justement, tu m'en parleras juste après du militaire. Ouais, et du coup, ça ajoute pas mal de complexité. Donc, il faut vraiment comprendre, on vend une solution à des gens, c'est très complexe. Il y a beaucoup de décisions, il y a beaucoup d'impacts, il y a beaucoup de conséquences. Donc, quand tu choisis quelle technologie tu vas utiliser, et donc ça rend ce marché très difficile à aborder, quoi. Le militaire, on y pense à chaque fois, évidemment. L'espace, il y a des États qui ont leur service militaire, leur département. On a la Navy, etc. On a tout ce qui se passe en termes d'armée de l'air. Et on a aussi armée de l'air et de l'espace. J'imagine que c'est un sujet pour vous. Est-ce que c'est des interlocuteurs avec qui vous travaillez ou est-ce qu'ils sont ouverts aux collaborations avec des entreprises privées? Si oui, à quel niveau? Et quel est le niveau de complexité de ces partenariats-là? Parce que j'imagine que choper des infos, des datas, des images depuis l'espace, c'est un enjeu ultra stratégique et géopolitique ultra fort. Ouais. Je pense que c'est pas la même chose que si on se parle uniquement de traquer un petit peu les déplacements de camions, même si économiquement c'est intéressant, mais est-ce que c'est des acteurs avec qui vous avez déjà bossé ou est-ce que tu peux nous parler un petit peu, ne serait-ce que de ce sujet, de ce secteur-là? Donc, le spatial, ça a beaucoup d'impact sur ces sujets parce que les technologies qui sont utilisées par les acteurs civils, au final, c'est les mêmes que les acteurs militaires. Et donc, c'est pour ça que ces technologies sont contrôlées. Tu ne peux pas exporter dans n'importe quel pays, il faut faire des licences et ainsi de suite. Aujourd'hui, on ne cible pas spécifiquement ces acteurs. On parle avec eux, bien sûr, le commandement de l'espace, le CNES, bien sûr on parle avec eux, ils nous connaissent, mais c'est pas forcément une cible commerciale, ça viendra peut-être dans le futur. Aujourd'hui on cible vraiment des acteurs commerciaux. Ce qui est intéressant, c'est que ces problématiques-là, même si on pourrait se dire c'est que pour le militaire, elles s'appliquent quand même aux acteurs commerciaux. Pourquoi? Parce que c'est des services critiques. Par exemple, je disais tout à l'heure l'exemple de la navigation. Si demain, tu n'as plus les satellites de navigation, mais c'est la catastrophe. Tout le monde est paumé, quoi. Si demain, tu n'as plus les services satellites de communication, mais c'est encore plus la catastrophe. Les banques, elles ne marchent plus, tu ne peux plus communiquer, tout s'arrête, quoi. Si demain, tu n'as plus les satellites d'observation de la Terre, d'un seul coup, toute l'infrastructure qui est autour pour détecter les incendies, pour suivre le climat, s'arrête. Donc, ces services-là, même s'ils sont commerciaux, ils ont un aspect de souveraineté énorme. Et c'est encore plus vrai maintenant avec les montées en puissance des États-Unis, de la Chine. Les sujets de souveraineté sont fondamentaux. Ça, on le voit beaucoup dans les médias récemment. Le spatial est un sujet de souveraineté énorme. Et donc, nous, la complexité qu'on a, mais c'est une belle opportunité également, c'est qu'on vend des systèmes, ce qu'on appelle le upstream, et non pas downstream. Donc downstream, c'est tu prends les images et tu vas faire des services pour le monde, quoi. Nous, on vend aux opérateurs. Et donc, on a une technologie qui leur permet de contrôler, de piloter leurs satellites. Et donc, ça veut dire que nos cycles de vente et, on va dire, la technologie qu'on développe, c'est forcément plus complexe, mais c'est également plus de valeur, parce qu'on leur permet de faire beaucoup mieux dans le cœur de leur métier, quoi. Donc, ces sujets-là de souveraineté, ils arrivent... dans la souveraineté des données, des infrastructures cloud, où sont les données, est-ce que nous, on est un tiers de confiance, avec qui on travaille, est-ce qu'on il faut qu'on soit audité, il y a tout un tas de choses qui augmentent fortement la barrière à l'entrée dans l'industrie, donc ce qui nous permet, nous, d'avoir pas trop de concurrents aussi, mais c'est quelque chose qui, une fois qu'on a apporté des solutions à ce marché, est énorme. Parce que les nouveaux entrants, ils doivent gérer tout ça aussi. Ils doivent comprendre tout ça. Ils doivent naviguer toutes ces obligations. Ils doivent avoir des équipes en interne qui comprennent tous ces problèmes, qui vont mettre en place des systèmes très complexes. Nous, on simplifie tout ça. On fait le boulot une fois. On a cette plateforme dans le cloud, en gros, qui permet de développer ces systèmes, mettre en place ces process très vite. On fait ce boulot-là pour eux. Et ça permet vraiment de drastiquement simplifier les choses. On se parlait un petit peu off-record de l'évolution de ce marché, des outils, des acteurs qui arrivent.
Et tu me disais que ce qui avait vraiment accéléré et changé la donne, c'était non pas forcément les gouvernements et l'argent qui a été mis, mais plutôt les profils de gens qui bossaient dessus, notamment des entrepreneurs. Et c'est évidemment le cœur de notre sujet aujourd'hui. Des personnes comme Elon Musk, pour citer que lui, qui ont cassé le game de l'espace, qui ont révolutionné à la fois les outils, les services qui vont avec, l'état d'esprit aussi, de se dire que ça devient un marché, qu'il faut y aller, qu'on peut tenter des choses. Donc pour toi, un Elon Musk a plus d'impact qu'un État, qu'un Thomas Pesquet, qu'un développement en interne fait par un pays directement en public, en étatique. C'est ça qui est dingue en fait, c'est ça qui est incroyable avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors Elon Musk c'est un peu particulier parce que bon, le gars il a encore un niveau au-dessus quoi. Et puis il a beaucoup d'argent donc ça aide. Mais enfin quand on regarde ce qu'il a réussi à accomplir, c'est complètement dingue. Je sais pas si tu as vu, il y a l'année dernière, tu avais le lancement de SLS, donc c'est la fusée de la NASA pour ramener les astronautes sur la Lune. Il faut se rendre compte quand même que cette fusée-là, ça leur a mis 20 ans à la développer. Un lancement de la fusée, c'est 2 milliards de dollars. C'est n'importe quoi. On marche sur la tête, quoi. C'est une fusée qui est lancée une fois et qu'on met à la poubelle après. C'est n'importe quoi. Musk, il a réussi un tour de force incroyable. Mais il y a deux choses. Il y a l'aspect financier et réutilisable. Ouais, en tout cas, pas, Et puis, c'est beaucoup moins cher. Et donc, en parallèle de ce que les États, et les États-Unis quand même, c'est pas n'importe qui, ils ont réussi à faire en 10 ans. Lui, il a fait 100 fois mieux en beaucoup moins de temps. Et tout seul, j'ai envie de dire. Alors, ok, il a eu des financements publics, il a eu des soutiens, machin, mais quand même, c'est une entreprise. Et ça, c'est juste incroyable parce que pendant 60 ans, le spatial, c'était que les États. Personne pensait une seconde qu'une petite start-up allait arriver et changer ça. Le gars, il est arrivé et il a pris le sujet le plus difficile, quoi. Moi, je me souviens, je l'ai vu je crois que c'était en 2015, un truc comme ça, dans une conférence. Et le gars, il vient sur scène et il explique ce qu'il va faire. Il montrait en fait le Starship, donc ce qui vole là, bientôt, là. Un concept complètement fou, un truc tout shiny, magnifique, une grosse fusée. Tout le monde était là, mais c'est n'importe quoi, il est fou ce mec. Et il paraît même, moi je ne l'avais pas vu, mais il paraît même que, je crois que c'était vers 2010, quelque chose comme ça, il monte sur la scène devant un parterre d'experts de la NASA, les directeurs de la NASA et compagnie, et il leur dit, les mecs, je vais vous mettre out of business, quoi. Tout le monde rigole, quoi. Mais t'es qui, toi? Tu vois, il l'a fait. Et les mêmes personnes qui disaient ce mec est fou, c'est n'importe quoi, ça va jamais marcher, maintenant, ils utilisent le service. Et donc, ce genre de personnages qui sont des visionnaires, qui sont tellement drivés par une vision, une conviction, ils sont capables de mobiliser des financements, des équipes. Qu'est-ce qu'il a de plus, en fait? Parce qu'au-delà de l'argent, moi, j'aimerais bien que tu me répondes là-dessus. En tout cas, que tu me donnes, toi, ton avis. Qu'est-ce qu'il a de plus? L'argent, on l'a vu, ça se trouvait, donc il y a des sommes plus colossales, mais on arrivait à le trouver avant. Des scientifiques, des experts, on en a aussi, du côté de l'État et du public, de la NASA, il y en a aussi. Qu'est-ce qu'il a de plus? Est-ce que c'est une vision qu'il a? Est-ce que c'est on réfléchit et on lance tout de suite? Qu'est-ce qu'il a en plus? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est la vision, la capacité à exécuter. Et ça, c'est vrai pour Elon Musk, mais c'est vrai pour plein. Hein. Et c'est pas que le spatial d'ailleurs. Hein. Les entrepreneurs, tu prends un risque énorme toi-même. C'est ton risque. Tu mets ta vie dessus, quoi. Tes économies, ta vie sur ce projet. Tu vas à fond, quoi. Forcément, un gouvernement, même s'ils ont beaucoup plus de moyens, c'est forcément plus lent. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et donc ça, là où ça devient vraiment puissant, c'est quand tu arrives à allier les deux. Et c'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Ils ont réussi à allier la vision et l'exécution d'un Musk ou d'autres, hein, et la puissance de frappe financière de l'État américain, la NASA notamment, qui a été très intelligent au cours de 2010 pour dire on va faire confiance à ce mec et on va lui acheter des services pour aller apporter du cargo sur l'ISS. Alors qu'avant, ils avaient que le Space Shuttle, qui était un truc qui coûtait une fortune, ou alors les Russes. Ils ont fait, on va miser sur ça. Donc forcément, ça a beaucoup aidé parce que ça a apporté de la crédibilité et de l'argent. Mais tu vois, c'est ce partenariat public-privé, hein, qui vraiment change le spatial. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en France. Ce qui n'était pas le cas avant. Est-ce que toi, tu as une conviction que tu partages avec lui sur le côté... on peut accélérer certaines choses? Est-ce que c'est la vision que vous avez aussi à Clean Space d'accélération des solutions? Et du coup, vous avez la boîte à quel âge là? Un peu plus de 3 ans. Ouais, donc c'est finalement pas si vieux que ça. Non. Donc il y a un côté, peut-être on vous attendait aussi, tu vois. Il y avait besoin de ce type d'acteur. Est-ce que tu partages une vision où
un état d'esprit sur le côté il faut qu'on arrive à truster ce marché, qu'on essaye de le réinventer. Je vais pas dire pas parler de disruption forcément parce que ça n'a pas forcément de sens là, mais est-ce que tu as le sentiment que tu dois apporter quelque chose là-dessus? Comme je disais au début, le spatial, c'est en pleine transformation aujourd'hui. C'est vraiment en transformation complète. C'est une toute nouvelle industrie. Dans les 5-10 ans, ça va être complètement différent. Il y a besoin de réinventer beaucoup de choses. Et c'est des opportunités très belles, hein, parce que du coup, tu peux saisir des opportunités, apporter des solutions innovantes et prendre une place sur le marché. Donc, nous, on a un peu cette philosophie-là. C'est vrai qu'on est sur notre produit, c'est du logiciel, c'est une plateforme en software as a service, c'est tout un tas de trucs assez IT au final. Mais on est sur un marché où le premier gagne une grosse part du marché. Tu vois, c'est un peu le concept des fournisseurs de cloud. Vous êtes en position de challenger là-dessus ou de leader par rapport au marché? Alors, sur les systèmes de contrôle satellite, on est clairement du challenger. On a des boîtes établies depuis 40 ans. En France, en Europe, France, aux États-Unis, dans plein de pays, dans tous les pays du monde. Ouais, par rapport au marché français, parce que le marché français, j'imagine que je ne le connais pas, j'espère qu'il est bon, mais par rapport au marché européen et allemand, qui sont souvent en concurrence directe, et US, où est-ce qu'on nous on se positionne? Donc nous-mêmes, on est nouveaux, donc forcément, on est par définition challenger. Par contre, sur le sujet le segment sol en mode as a service, des technologies nouvelles, des plateformes du cloud, je dirais peut-être pas qu'on est un leader, mais on s'en rapproche, en tout cas en Europe. Aux États-Unis, il y a des acteurs qui arrivent aussi. Il y a des acteurs établis qui se transforment pour faire un peu ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça qu'on veut accélérer maintenant. On veut vraiment mettre un gros coup d'accélérateur parce qu'on a pas mal de clients aujourd'hui, des acteurs assez sérieux. Maintenant, on veut vraiment se lancer sur l'étape d'après. Mais c'est quoi accélérer? Parce que là, je vois que ça a l'air très clair dans ta tête. Nous, il faut que tu nous aides. C'est accélérer. Bah, votre niveau, c'est quoi? Ça va passer par le recrutement? Ça va passer par l'investissement, les deux? J'imagine qu'aujourd'hui, vous avez une équipe qui est en développement aussi. Ça va pas être la même chose dans 2-3 ans. Ça veut dire quoi accélérer? Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire le marché américain. Parce que aujourd'hui, le spatial, c'est 60% aux États-Unis. Donc, forcément, on a déjà des clients américains, mais bon, il faut qu'on aille beaucoup plus. Et bien évidemment, le recrutement. Donc, tout ça, ça nécessite des levées de fonds. On a déjà fait une levée de fonds l'année dernière. On va en faire une autre l'année prochaine pour financer tout ça. Il y a tout un tas d'accompagnements aussi, France 2030, tout un tas de projets très intéressants. Donc, nous, c'est ça, quoi. C'est un ordre de grandeur supplémentaire pour être capable d'aller attraper des clients encore plus, on va dire, structurés et matures. Aujourd'hui, on vend à ces opérateurs satellites un peu nouveaux. On veut cibler des acteurs beaucoup plus établis et beaucoup plus importants en termes de taille. Pour vous structurants aussi. Pour nous. Et une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on arrive à un stade où on a une légitimité sur le marché très forte, où on a prouvé vraiment que notre plateforme elle est déployable sur tout un tas de cas d'utilisation, des satellites différents, des constellations, des lanceurs, tout un tas de choses. Et là, je ne dirais pas qu'on a gagné, mais on a une bonne position, quoi. Aujourd'hui, on est dans cette direction. Franchement, je suis assez satisfait. En même pas 3 ans, on a vraiment réussi à avoir une présence sur le marché très forte et dans le monde entier, pas que en France, hein, même pas beaucoup en France par rapport aux autres clients. Et maintenant, il faut transformer l'essai, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un peu du doute? On parle d'une thématique qui est liée à de la compétence spécifique, très technique. Il faut aussi avoir, j'imagine, une certaine capacité à aller présenter ce projet, le vendre, notamment auprès de gros acteurs et d'acteurs peut-être publics aussi. Ça n'a pas dû forcément être simple, parce qu'on arrive sur un marché qui, comme je l'ai dit, est assez compliqué. Le doute, il s'est installé rapidement ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui... tu le gères plutôt bien, ou est-ce que c'est un carburant pour votre développement, ou est-ce qu'à l'inverse, tu te dis on est français, on est à Strasbourg versus d'autres boîtes, enfin, comment tu te projettes et comment tu gères ce doute? C'est intéressant parce que ça c'est très français, justement, de dire on est un peu derrière, en plus on est à Strasbourg, c'est pas à la Silicon Valley. En fait, moi je vois l'inverse. Moi je vois ça comme une énorme opportunité. Parce que l'Europe, depuis 2-3 ans, a vraiment compris l'importance du spatial et le fait, le retard qu'on a accumulé, entre guillemets, dans cette évolution, transformation du spatial. Nous, on est une boîte européenne. Alors, on est basé en France, mais on est une boîte européenne. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi Strasbourg, pour avoir cette dimension pas que franco-française. Et on essaye d'apporter, on va dire, l'ADN européen, la culture européenne de la technologie qu'on développe au marché mondial, et que ça ne soit pas que des Américains.
n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de raison. Je veux dire, les Américains, ils ne sont pas forcément meilleurs que les autres. Moi, je pense qu'en France, on a énormément de talent, on a les capacités énormes. Le gouvernement, depuis 2-3 ans, met beaucoup d'accompagnement, beaucoup de financement pour faire émerger ces entreprises. Il y a une considération aussi. Quand je disais le côté un peu strasbourgeois et en région, moi, à l'inverse, je suis d'accord avec toi, ça donne plutôt de la confiance et de la force, et on se dit on peut le faire. Mais c'est peut-être aussi de l'autre côté que je dis ça, sur le côté considération. C'est pas une boîte qui est montée à Paris, ou c'est pas dans les connexions d'Île-de-France. Pourquoi on considérait cette boîte? Alors que là, je pense que vous avez prouvé plusieurs choses. Parce que justement, si tu fais ça, t'es très franco-français. Et nous, encore une fois, notre marché, c'est pas la France. Notre marché, c'est le monde. Quand on va aux États-Unis, en Corée du Sud, en Inde, au Moyen-Orient, ou même en Grande-Bretagne, c'est pas si loin, ils s'en foutent complètement qu'on soit français. On va pas en mode regarder les petits cocorico, les Frenchies. Non, ça marche pas du tout. Nous, on a au contraire la nécessité d'avoir un niveau supplémentaire, de montrer on est une entreprise à taille mondiale. On est un acteur leader sur le marché mondial. Cette histoire de Strasbourg, Paris, machin, ça, c'est un truc français, quoi. Donc ça, on n'en parle même pas, en fait. C'est parce qu'on est ultra centralisé. Complètement. Tu me parlais tout à l'heure, avant qu'on commence, des places fortes aux États-Unis du business et de l'économie autour du spatial. Tu en as cité 5-6. Nous, c'est vrai qu'en France, c'est plus compliqué avec le fait que tout se passe à Paris, en tout cas, aussi à Toulouse, techniquement et industriellement parlant, mais... est-ce que ça fait un peu peur? Est-ce qu'il y a une peur du vide quand on parle d'une compète ou d'une mise en compétition avec des boîtes américaines? Est-ce qu'il y a un côté, bien sûr. Forcément, parce que quand nous, on lève, je sais pas moi, 5 millions, eux, ils en lèvent 20, quoi. Voilà, forcément. Ça va beaucoup plus vite, parce qu'ils ont plus accès au capital, il y a beaucoup plus d'accès au talent, c'est plus facile. L'Europe, c'est quand même encore fragmenté. On embauche des gens de tous les pays, mais tu vois, il y a des complexités administratives. Voilà. Aux États-Unis, c'est plus simple. Donc, ils vont beaucoup plus vite. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'avantages en Europe. Il y a plein de choses que tu peux dont tu peux faire levier, qui vont t'accélérer, tu vas dépenser moins d'argent, tu vas pouvoir accéder à des talents très facilement, locaux ou autres. Ça, il faut être capable de l'utiliser. Et donc, c'est ce qu'on fait. Le marché américain, en l'espace d'1 an, on a vu émerger des concurrents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je disais, on veut accélérer. Mais on ne se dit pas du tout, oh là là, ils vont nous bouffer, quoi. Bah, pas du tout. Nous, on se dit, on est en avance. On va garder notre avance. Et je ne vois pas pourquoi on devrait dire, ah là là, c'est les Américains, laisse tomber, quoi. C'est hyper intéressant, merci pour ce retour, Guillaume, parce que ça montre aussi qu'on casse des mythes et des croyances, notamment sur le fait que parfois, on dit que la France a 5-6 ans de retard sur certains sujets. Là, c'est pas le cas. À l'inverse, on est bien en place et on a une avance. Donc, je refais le cocorico avec le coq que tu portes fièrement dans la French Tech. Donc, c'est bien pour nous de pouvoir se revendiquer ça, de pouvoir mettre ça en avant. J'ai une question sur toi, ton parcours. Aujourd'hui, tu es à la tête de cette start-up. Tu as des gens qui travaillent avec toi, pour toi. Donc, tu as un côté à la fois très technique et en même temps managérial, RH. Pourquoi tu t'es embarqué là-dedans? Pourquoi tu n'as pas fait chez Thales, tu me parlais de Thales dans ces grosses boîtes-là, de l'intrapreneuriat où tu montes des projets en interne? Pourquoi tu vas te casser la tête à monter une boîte sans financement au début et avec toute la concurrence et toutes les difficultés qu'on sait autour de l'entrepreneuriat? Je l'ai fait, l'entrepreneuriat. Intrapreneuriat, pardon. Je l'ai fait. C'est intéressant. Mais forcément, tu n'as pas les libertés. Tu vas entreprendre dans un cadre. Et c'est normal, parce qu'au final, tu as des actionnaires au-dessus qui ont un cadre, c'est logique. Moi et mes cofondateurs, on avait une vision très grande. Et on s'est rendu compte que cette vision, le seul moyen de l'exécuter, parce que au début, personne n'y croit, hein, c'est un peu le principe des visions, il fallait qu'on soit libre. Et j'étais persuadé qu'on allait trouver des financements, même si c'est très difficile. Même libre, mais plus pauvre au début. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que de toute façon, au début, tu démarres pas avec 50 développeurs, quoi. À un moment, il faut toi-même que tu valides ce que tu as en tête. Donc, de toute façon, tu commences petit et tu y tiens. Je pense, le secret, c'est de garder cette vision à long terme, tu vois, de l'avoir toujours dans ta tête, mais d'être très pragmatique
sur les développements. Et je me souviens au début, quand on a démarré, tu vois, on a eu une petite subvention de 30 000 €, on avait mis un peu d'argent, après on a eu une autre subvention de 30 000 €, ensuite un truc de 100 000, et ainsi de suite, tu vois. Et certaines personnes à qui j'ai parlé me disent « Ah non, moi, je lance ma boîte, je vais voir les ventures capital direct, et paf, c'est parti, quoi. C'est pas possible. Et donc, il faut garder faut rester humble, entre guillemets, et se dire « Ok, ça prend plus de temps que prévu, il va nous falloir... voilà, plus de mois, mais tant que tu as ta vision et que tu vois que ce que tu crées a de la valeur, en fait, c'est bon, quoi. Donc nous, on a eu cette philosophie-là, c'est de dire, on sait qu'on veut aller vite, mais en même temps, ce qu'on fait, c'est très ambitieux. Donc il faut faire ça étape par étape. Donc on est sorti du monde confortable de la vie corporate, qui est très bien, hein, un bon salaire, tu as des projets enthousiasmants, tu as la sécurité, mais tu n'as pas cette liberté. Et on a préféré choisir la liberté pour pouvoir exécuter cette vision et faire ce qu'on veut faire. Si tu veux, ce qu'on essaie de faire, c'est assez difficile parce que tu connais peut-être des boîtes comme Shopify ou je sais pas, des acteurs comme ça qui ont complètement transformé comment tu crées pour eux, en l'occurrence, des boutiques en ligne. Voilà. Il y a 15 ans, quand eux, ils ont démarré, je crois que c'était en 2005, tu voulais créer une boutique en ligne sur Internet, personne ne savait comment faire, quoi. Maintenant, c'est super mainstream. Et puis pas d'usage non plus. Ouais, voilà, c'est ça. Et ils ont un peu créé leur marché. J'ai rencontré d'ailleurs à différentes occasions leurs fondateurs, et ils disaient au début, on nous disait, mais il y a combien de personnes qui veulent faire des boutiques en ligne? Maintenant, t'en as des centaines de millions, quoi. Donc, ils ont un peu créé leur marché. Et donc, on est arrivé sur cette industrie avec cette vision de dire, on va drastiquement simplifier comment on fait le spatial. Donc, ça va nous permettre d'entrer le marché aujourd'hui, mais à l'horizon 10-20 ans, on va aussi créer un marché gigantesque. Tu vois? Et ça, c'est quand même difficile à convaincre les investisseurs. Parce que forcément, un investisseur, par définition, il a peur du risque, c'est normal. Donc, on a fait ça étape par étape, on a trouvé des subventions privées, publiques, on a eu des business angels, ensuite on a convaincu les investisseurs, étape par étape, quoi. Là, maintenant, on arrive à un stade où on a des clients, on a le product market fit, on a une équipe en place, on a démontré qu'on était capable d'aller choper des clients dans différents pays, qu'on est capable de naviguer ces problématiques administratives, qu'on est capable d'exécuter le développement. Maintenant, c'est l'étape d'après. Et on accélère et on va suivre ça évidemment. Est-ce que tu peux me donner ta définition du terme charbonné? C'est le nom de notre podcast. Il faut évidemment que je te pose la question. Alors, c'est pas un terme que je connais très bien. J'avoue, je l'utilise pas. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Bon, il y a le côté aller à la mine, quoi. Forcément. C'est marrant d'ailleurs parce que j'utilise un peu souvent cette blague quand je pars le matin. Allez chérie, je vais à la mine. C'est une blague bien sûr. Mais il y a ce côté, il faut se défoncer, quoi. Il faut prendre la charge, quoi. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est dur. Bon, t'es drivé par cette motivation, par cette vision, mais c'est vrai que c'est très très dur. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de résilience, il faut beaucoup de passion, il faut tout donner. Donc je pense qu'il y a ce côté-là, le côté du sacrifice un peu. Il y a peut-être aussi un autre aspect, c'est charbonner. Je sais pas, ça me rappelle un peu mon enfance où tu prends le charbon et tu noircis les trucs, tu fais un peu, tu salis un peu les choses. Et il y a un peu ça aussi, quoi. Tu te fais souffrir en fait un peu. Tu te donnes, tu reviens le soir ou après 3 ans, forcément tu as un peu souffert, mais en même temps ça fait partie du jeu, quoi. Moi je fais ça par grande passion. J'ai aussi une conviction qu'on a besoin de ce genre de technologie, on a besoin du spatial. J'ai envie de apporter ma pierre à l'édifice. J'ai envie que dans 2000 ans, tu vois, quand on regarde l'histoire, on se dise la décennie 2020. C'était le moment où le spatial a vraiment switché. C'est le moment où c'est devenu super simple. C'est le moment où on est allé s'installer sur la Lune. C'est le moment où on a eu des constellations de satellites qui drastiquement changent comment on vit. C'est vraiment le moment où le spatial a eu ce pivot. Et j'ai envie d'en faire partie. Donc on s'y retrouve à chaque fois, le côté charbon, effectivement, c'est le boulot qu'on va fournir, mais toujours drivé par une passion. Et je trouve ça intéressant parce que souvent, on peut mettre toute l'énergie qu'on veut, on peut passer autant d'heures qu'on veut sur un projet, si ça nous plaît pas ou si c'est pas foncièrement ce qu'on a envie de faire, il va rien se passer. Ça, c'est clair. On va perdre du temps, de l'énergie, des points de vie. Donc je trouve hyper intéressant le lien que tu fais entre temps dépensé, énergie dépensée, et en même temps tout ça dans le cadre d'un objectif qui passionne. Et c'est vrai que sur le côté... on veut marquer l'histoire, je trouve ça hyper intéressant. Ça me fait penser, j'ai regardé 3 il y a pas longtemps, donc je sais pas si on peut le comparer directement, mais tu sais quand Achille, avant d'aller faire la guerre, au départ il dit non, tu vois, et t'as Ulysse qui lui dit
on va se souvenir de tous ceux qui ont participé à ça et qui étaient présents, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y va. Et je trouve que le côté un peu, t'as envie de participer à l'aventure là et t'as envie qu'on se souvienne de l'InSpace et de ce que vous avez proposé, notamment en termes de solutions, de techno et d'ouverture. Je trouve ça assez intéressant. Ouais. Et c'est pas forcément ce qu'on retrouve dans tous les profils. Tu vois, il y en a qui te disent cash. Bah moi, c'est d'être tranquille financièrement, c'est de monter un projet qui tourne tout seul et d'en monter un deuxième et un troisième. D'autres qui te disent, bah moi, c'est pour faire bosser des gens que je connais, c'est pour avoir une vie un peu communautaire, etc. Et toi, le côté un peu on se projette et on prend de la hauteur est hyper intéressant aussi. Mais c'est important, encore une fois, parce que le spatial est dans 10 ans, c'est très difficile de prévoir. Je te disais, c'est comme Internet dans les années 90, quoi. À l'époque, on disait, on avait une vision très limitée. C'était impossible d'imaginer une seule seconde ce qui est aujourd'hui. Tu vois, les iPhones, les sites en ligne, les Facebook, imagine, tout ça, c'était inimaginable. Tu vois. Aujourd'hui, dans le spatial, tu vas avoir tout un tas d'opportunités qui vont apparaître dans les années qui viennent. Et donc, les acteurs comme nous, on verra si on réussit, mais les acteurs comme nous seront peut-être les Google de demain. Parce qu'on surfe vraiment sur une industrie nouvelle, tu vois, qui est énorme, qui est, j'ai envie de dire, infinie presque. Et donc, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 20 ans, le spatial, ça sera normal, une commodité. Comme aujourd'hui, tu prends, je sais pas moi, transport en commun, ou tu vas avoir accès à la télé, ou c'est tout à fait normal. Tu vois, c'est plus du tout une innovation, c'est tout à fait une commodité. Le spatial sera une commodité. Et donc, les acteurs qui vont aujourd'hui saisir ces opportunités, se placer dans cette industrie, vont potentiellement, dans les 10-20 ans à venir, avoir un rôle énorme. Sur ce projet-là et tes journées de boulot, etc., avec ton équipe, est-ce que parfois, au-delà du projet qui en soi est ultra passionnant en vérité, et, qu'on se dise les choses, est-ce que parfois tu as le sentiment de passer à côté de certains moments de ta vie, parce qu'on sait que ça prend beaucoup d'énergie et de temps? Est-ce que des fois tu te dis, bah tiens, c'est vrai que j'ai peut-être pas assez profité de ça, ou je suis passé à côté de certaines choses? Bien sûr, ça c'est clair. Quand tu crées une entreprise, une start-up, surtout quand c'est une entreprise avec une trajectoire de croissance assez forte, tu sacrifies beaucoup. Tu sacrifies du temps personnel. Moi, j'ai 2 enfants en plus. Heureusement, ma femme est elle m'aide beaucoup. Sinon, je sais pas comment je pourrais faire. Mais je sacrifie beaucoup de temps privé. On essaie de s'organiser, donc du coup j'ai plus de temps libre. J'ai 0 temps libre, mais c'est pas grave parce que c'est un peu de temps libre là, on passe un bon moment, donc voilà, c'est à la fois business, mais c'est un temps aussi pour souffler. Ouais. Donc c'est sûr que c'est pas forcément donné à tout le monde, il faut accepter ça. Mais en même temps, c'est ça qui m'a impressionné aussi avec cette expérience, c'est que tu te rends compte que tu peux squeezer beaucoup plus de choses dans 24 heures en fait, beaucoup plus de choses que je pensais même avant. Et chaque année qui passe, je me rends compte que j'arrive à faire de plus en plus. Et à la fois, personnellement, professionnellement, on est beaucoup plus efficace, j'ai envie de dire. Mais c'est sûr que créer une entreprise, ça demande pas mal de sacrifices. Il faut le savoir, quand tu lances une boîte, on me l'avait dit, je le savais, je le croyais pas trop, mais il faut 3 à 5 ans, quoi. 5 ans. Ouais. Pour se dire, on est bon, ça roule, voilà. On accélère. Pour pouvoir se dire, maintenant ça va, je vais pouvoir peut-être... Tu vois, vivre un peu, quoi. Donc il y a le côté, effectivement, sur les 2-3 premières années, c'est assez intense, c'est assez intensif. Ouais. C'est pas le cas forcément sur tous les business et sur tous les secteurs économiques, mais c'est souvent l'apanage de l'entrepreneur qui, sur les 2 premières années, effectivement, soit gagne pas d'oseille, soit en perd beaucoup, ou a un gros travail de R&D, du coup ne voit pas forcément le bout du tunnel et l'application concrète. Mais c'est bien d'avoir en tête. Et je te remercie de le souligner, c'est que ça va pas être tout de suite papier sur les Échos, sur startupnation.fr. Tu vois, il y a aussi ce côté-là un peu plus caché, mais qui au final est propre à ce qu'on est et à ce qu'on veut faire. Et très souvent, on sait si on est bien ou pas, si on s'est trompé ou pas. Mais c'est ça qui, je pense, est fondamental. C'est qu'on a tendance à, en tant qu'entrepreneur, je pense, vivre de la reconnaissance. Tu vas te dire, ah, ça y est, j'ai des gens qui me mentionnent sur LinkedIn, ou j'ai eu un post, machin. Mais tout ça, en fait, c'est du vent. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu as des clients qui achètent ton service. Voilà, c'est ça qui compte. C'est est-ce que des gens sont prêts à donner de l'argent pour ce que j'ai créé. C'est pas capitaliste, l'argent, non, c'est pas ça. Ça démontre, ça prouve que ce que tu fais a de la valeur. Et ça, c'est fondamental parce que c'est très facile en tant qu'entrepreneur de se faire... tu sais, on appelle ces vanity metrics. Tu sais, genre à combien de followers sur LinkedIn, genre de trucs. Et ça veut rien dire. Et pour moi, je le vois peut-être parce que je suis un fondateur technique. Tu vois, le produit, c'est moi qui l'ai conçu. Je porte la vision du produit encore.
ça me touche beaucoup, c'est un peu mon bébé, tu vois. Du coup, j'ai cette confiance interne. Je sais que ce produit, il a un impact, qu'il est positif. Je sais que ça va marcher. J'en suis sûr. Tu vois, je vois le marché, je parle aux clients, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine, donc j'ai cette conviction. Et même si pendant 5 ans, personne ne parle de nous, c'est pas grave. Parce que je sais que ça marche. Alors, on a des clients aujourd'hui qui l'utilisent, qui nous disent « Oh là là, votre truc, c'est trop bien ». Ça me fait ma journée, quoi. Tu vois, ça me rend très heureux. Cette passion qui aujourd'hui te caractérise, je le vois, est-ce que tu arrives à la transmettre à tes équipes? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire? Souvent, lorsqu'on monte son projet, qu'on est 3, 4, 5, il y a une passion commune, on est drivé par des objectifs un peu communs, c'est assez simple. Ouais. Aujourd'hui, j'imagine que vous êtes plus nombreux. Ouais. Comment tu fais infuser ça dans l'équipe? Qu'est-ce que tu fais pour les driver? Comment tu bosses avec eux? C'est super dur. C'est vraiment super dur parce que t'as pas le temps, t'es pris partout, t'as des tonnes de meetings partout, t'as tout un tas de trucs plus importants les uns que les autres et c'est assez facile en fait d'oublier ça. Et c'est vrai que moi ça m'arrive aussi, je me dis mais ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, qu'on n'a pas expliqué. Quand t'es 3, 4, 5, même 10, c'est assez facile au final parce que t'es toujours ensemble, tu vois, et voilà, cette énergie, tu la partages. Maintenant, on a fait venir des gens, des nouveaux, qui arrivent, ils se font onboarder, plus par moi, forcément, par d'autres, qui eux-mêmes ont été onboardés par d'autres, et ainsi de suite. Et donc, forcément, on perd potentiellement cette compréhension profonde de l'impact, de l'intérêt de ce qu'on fait. Et ça, c'est assez dur. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'apprends aussi, parce que j'avais créé une entreprise, une start-up il y a une dizaine d'années, mais c'était beaucoup plus petit. Là, c'est la première fois que je gère un truc de cette ampleur. Et forcément, on apprend tous les jours. Tu sais, à chaque fois qu'on parle avec des profils entrepreneurs, on arrive toujours à cette même conclusion, ou en tout cas, on discute beaucoup de ça, c'est sur le côté humain, et que c'est très vite je dis pas la barrière, mais c'est très vite ce qui pose problème, ou en tout cas qui ne va pas aussi vite que les autres sujets. Le développement, le bizdev, la stratégie globale, injecter de l'argent en plus, etc. Ça a l'air d'être facilement géré, ou en tout cas ça a l'air de rouler. Et une fois qu'on prend effectivement plus de monde et on se retrouve à dire ok, c'est quand même l'humain, le vrai sujet. Absolument. Déjà pour soi. Absolument. Est-ce que moi je suis à l'aise avec ce que je fais, avec qui je suis aujourd'hui, est-ce que je suis la personne que je veux être, et aussi avec mon équipe, est-ce que ils comprennent la vision Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'idée c'est très bien, tout ça, mais ce qui compte c'est l'exécution. Et c'est vraiment vrai, quoi. Je le vois au quotidien. Nous, on a été quand même assez bon, assez efficace, on a été assez rapide, mais on est trop lent, tu vois. Je suis là, on est trop lent, tu vois, forcément. Et je vois des inefficacités, c'est normal. C'est pas du tout une critique, c'est tout à fait normal. On est finalement assez bien organisé, on est assez efficace. Mais tu as envie surtout pour préparer la phase d'après, de mieux structurer ça. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile parce que je peux plus le faire moi. Et même mes cofondateurs, ils peuvent plus le faire eux-mêmes. On a besoin d'onboarder des gens, de leur faire confiance. C'est super dur tout ça. Pour moi, beaucoup d'entreprises ont dit qu'elles vont échouer dans cette phase. Parce que c'est super difficile. Moi, je comprends maintenant, même si tu lèves 6 millions d'euros, tu dis 6 millions, c'est bon. Tu vois. Mais non. En fait, tu te rends vraiment compte que limite, c'est encore plus dangereux parce que tu crames du pognon, tu crames. Tu recrutes des gens qui ne sont pas forcément fit avec ta boîte, tu mets de l'oseille, voilà. Pas forcément dans les bons enjeux. Et ce qui fait peur, c'est que tu dis... Il y a 2 ans, quand on disait on fait ça, bon, si on perd 3 mois, ok, on n'aura pas de salaire pendant 3 mois en plus. Ça fait chier, mais c'est pas très grave. Par contre, maintenant, si on perd 3 mois, on a 3 mois de renouer en moins, quoi. Et la prochaine levée de fonds, elle va être conséquente. Donc, il faut qu'on atteigne les métriques de chiffre d'affaires, de développement, de tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est assez stressant. Et la phase où laquelle on est aujourd'hui, c'est, je pense, plus dur qu'avant. Et c'est ça qui est intéressant aussi, on me l'avait dit, moi j'étais là, c'est bon, une fois qu'on a fait le premier MVP, ça va rouler, quoi. Mais non, c'est vachement plus dur en fait, après, parce que c'est question de scale-up. Ce qui est très important, et tu l'as mentionné, c'est aussi, est-ce que les gens sont à la bonne place, est-ce qu'ils font vraiment ce qui les intéresse, est-ce que c'est vraiment leur passion. Et tu te rends compte en fait que dans des grandes boîtes, il y a tellement de sécurité, tu vois, la boîte elle tourne, quoi, que même si les gens sont pas exactement au bon rôle, c'est pas grave. Il y a un process, il y a le manager qui va s'assurer que ça marche bien. Dans une startup, t'as pas tout ça. Dans une startup, ça ne marche que si chacun il est vraiment efficace. Et il est efficace avec son collègue et son collègue. Et le seul moyen d'être efficace, c'est d'être tellement passionné par ce que tu fais que tu es vraiment efficace. Essayer de mettre des process pour que les gens soient plus efficaces, ça marche peut-être dans les grosses boîtes, mais ça marche pas en vrai. Le seul moyen, c'est il faut que le mec soit à la bonne place, qu'il adore ce qu'il fait, qu'il soit vraiment empowered, tu vois. Et là, tu peux faire des miracles. Et ça, c'est vachement dur. Et c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place, mais c'est très, très dur.
Ouais, donc effectivement, les process et les solutions techniques, les outils pour faciliter les choses qui peuvent l'être, mais recentrage sur les humains et ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils aiment ce qu'ils font, est-ce qu'ils comprennent, si oui ou non on change. Je trouve ça hyper intéressant. Et c'est un point aussi qui est encore plus dur aujourd'hui avec l'organisation du travail un peu remote, hybride. Tu vois, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais ça a un impact énorme sur ce point-là. Tu vois, tu peux développer, tu peux faire du code, tu peux vendre, tu vois, mais quand il s'agit de gérer ces problématiques-là, déjà, nous, on ne sait pas. Les gens ne savent pas. Et en plus de ça, on a cette nouvelle façon de travailler. C'est un énorme point d'interrogation. C'est comment on fait pour s'assurer que tout le monde est bien en bonne place, pour détecter les problèmes, s'assurer que les gens communiquent. Tu vois, c'est super dur. Donc ça, c'est un des gros sujets que toutes les startups vont devoir gérer et celles qui se développent beaucoup. Je crois malheureusement pas qu'on va réussir à craquer le sujet du Future of Work aujourd'hui, mais ça fait partie des discussions et ce sont vos sujets. Pour terminer cet épisode, Guillaume, est-ce que tu peux me dire ce qu'il faut qu'on te souhaite ? J'ai compris les enjeux de la boîte et le développement, ça va accélérer fort a priori, mais toi, Guillaume, qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour les 2-3 ans qui arrivent ? De réussir à, je pense, trouver les bonnes personnes, pouvoir déléguer une partie de mes responsabilités, pour pouvoir que ça soit mieux fait, peut-être, mais aussi que je puisse me focus mieux sur la stratégie. Parce qu'aujourd'hui, je me sens encore trop dans l'opérationnel et j'aimerais bien pouvoir en sortir. Ok, prise de hauteur et on délègue. Et il faut avoir des gens, des bonnes personnes, qui ont la vision, mais qui ont la capacité d'exécution. Et c'est vrai que ça, c'est pas facile à trouver. Et ça, c'est... trouver les bonnes personnes, pour moi, ça va être les clés dans les prochaines années à venir, qui vont nous permettre vraiment de mettre un gros coup d'accélérateur et de prendre le marché mondial. Bah écoute Guillaume, je te le souhaite. J'essaye aussi, en tout cas j'espère que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, parce qu'on est filmé, vont trouver du sens dans ce que tu racontes et peut-être candidater chez toi et t'envoyer des CV. En tout cas, c'est hyper intéressant. Je pense que ça a passionné beaucoup de gens, au même titre que moi, ça m'a passionné. Merci Guillaume d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que la saison 4 de Charbon est toujours en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Merci à eux de nous soutenir et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.